Alors, on va s'arrêter maintenant à un autre sujet, mais tout ça, évidemment, ça fait faire une bonne transition. On va s'arrêter à l'adaptation des systèmes d'indemnisation et en particulier, pour démarrer ce matin, on va s'intéresser de très près à l'agriculture. Agriculture et système d'indemnisation. On va joindre, ou rejoindre plutôt, Jean Cordier, qui se trouve en duplex dans un pays un peu lointain, mais j'espère qu'il est là. Bonjour Jean Cordier, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Monsieur Leclerc. Voilà, on vous entend Bonjour. très bien, donc c'est parfait. On peut, sans trahir de secret, on va dire que vous êtes au Canada, pas très loin de Montréal, je ne me trompe pas? Exactement. Et vous êtes vraiment très sympa, puisque en fait, il est en gros 3 heures du matin chez vous, hein, je ne dis pas de bêtises. Voilà, je voulais remercier la CCR pour son invitation à intervenir et pour l'heure de mon intervention. Bon, merci. Bien, en tout cas, merci d'être là. J'indique que vous êtes professeur émérite de l'Institut agronomique Agro-Campus Ouest de Rennes, mais vous n'êtes pas à Rennes, hein. Vous êtes en ce moment au Canada. Vous êtes donc en duplex, tout a l'air de bien fonctionner. Alors, première question, j'ai envie de dire, avec votre recul, votre expérience, l'expérience américaine, vous êtes en ce moment sur le continent américain, et au regard aussi de la situation française, est-ce qu'on peut déjà commencer à faire un petit point là-dessus, hein? On vit déjà, nous, en ce moment, dans l'Hexagone, une période de sécheresse, hein, les agriculteurs en savent quelque chose. Ça va probablement être encore renforcé dans les jours qui viennent, même en ce moment. Alors, d'abord sur ce premier point. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je viens d'assister à des séminaires de recherche aux États-Unis sur la gestion du risque agricole et que tous mes collègues commencent par parler de potentiels conflits d'intérêts dans ce qu'ils expriment. Alors, je vais commencer sur ce point en disant que j'ai travaillé sur les assurances agricoles et la gestion du risque climatique et prix depuis longtemps. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de travailler avec les organisations agricoles professionnelles, avec les assureurs, avec les réassureurs, avec tout le monde, avec différentes organisations internationales. Et donc, je pense pouvoir être impartial dans mes propos, ayant travaillé avec tout le monde. Ici, on peut tous dire, hein, Ceci n'hésitez dit, pas. je voudrais donc répondre à votre question directement, à savoir l'expérience, que faut-il retenir de l'expérience américaine, et puis où en est-on au niveau de l'expérience française, de la situation française. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire. Euh, les assurances agricoles sont anciennes aux États-Unis, mais les pouvoirs publics ont commencé à intervenir dans les années 30 en faisant un système fédéral. Plus tard, et ce qui est important, c'est dans les années 80, ils ont mis au point un système original de subvention aux primes d'assurance gradées. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord inventé l'assurance agricole catastrophique, 50% de pertes, et cette assurance agricole dite catastrophique est gratuite. Elle coûtait, alors à l'instant je ne sais pas, mais elle coûtait au départ 50 $ par type de production. Donc c'était cadeau aux agriculteurs. Et puis euh, les, les assurances avaient une subvention qui était décroissante avec la réduction de franchise. Donc plus la franchise était faible, plus la subvention était faible. Donc ce système a permis un certain développement de l'assurance agricole aux États-Unis, avec cependant de fortes interventions publiques par des aides exceptionnelles. Lorsqu'il y avait des incidents climatiques forts, eh bien le Congrès américain votait immédiatement des aides exceptionnelles. Donc on avait un système d'assurance et d'aide exceptionnelle qui cohabitaient et qui étaient critiqués, on va dire. Dans les années 96, en 96, les Américains ont créé une agence fédérale qui s'appelle la Risk Management Agency, qui a pour mission, toujours, qui avait et qui a toujours pour mission de superviser le développement de l'assurance agricole, des fonds mutuels qui existent, enfin des fonds qui existent également aux États-Unis et qui est chargé de la formation à la gestion du risque
climatique. C'est 96. En l'an 2000, il a été imaginé un système public-privé, alors donc là, important, crucial. Donc le privé, ce sont les assureurs. Le public, c'est la RMA, la Risk Management Agency. Et il y a un travail euh, cohérent qui est développé entre le public et le privé. Je tiens à insister là-dessus. Alors, j'ai eu la chance en 2004 d'avoir une bourse Fulbright et de pouvoir d'être venu aux États-Unis travailler avec la RMA et avec le ministère de l'Agriculture américain, l'USDA, à Washington et à Kansas City. Et à l'époque, se développaient des contrats innovants sur l'assurance chiffre d'affaires à l'hectare, c'est-à-dire prenant en compte le risque climatique pour le risque rendement et le risque de prix combiné dans le chiffre d'affaires. Eh bien, j'ai participé un peu à ces travaux, enfin j'ai vu comment ça se passait, surtout, j'ai observé, et j'ai vu comment les assureurs proposaient des contrats innovants euh, relativement similaires, puisque bon, sur le même problème arrivent des idées communes, et que la RMA mettait en place des expériences sur des contrats relativement similaires pour voir lesquels étaient les plus performants. Et ce qui s'est passé au bout de 10 ans, c'est que la RMA a défini le contrat, enfin défini, a validé un contrat, a validé les primes d'assurance relatives à ce contrat, et que depuis, ces contrats fonctionnent très bien, à tel point qu'on peut dire que actuellement, la couverture d'assurance agricole aux États-Unis, alors elle est pratiquement de 100% grâce l'assurance 4 catastrophique, mais elle est de 80% sur des franchises beaucoup plus faibles. Donc, cette coordination de recherche et de formation, je pense, est cruciale. Donc, on a une très bonne couverture de l'assurance agricole. Alors, je voudrais insister encore sur un autre point qui est arrivé plus tard, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les Américains ont considéré que l'assurance agricole pouvait être le premier instrument de politique publique et qu'il fallait que les assureurs, que l'assurance soit déterminante pour la résilience des exploitations. Et pour ce faire, ils ont pris une décision fondamentale, ils ont arrêté les aides directes de support aux revenus qui existaient, comme elles existent en Europe actuellement. Ils ont On vous perd un tout petit peu, Jean Cordier, mais je coupé les... pense que voilà, reprenez votre souffle si j'ose dire. On a un tout petit souci technique, mais qui n'est pas grave. J'ai envie de vous demander, comme ça vous permet peut-être que techniquement on arrange un peu les choses. Vous venez de parler effectivement de cette expérience américaine. De votre point de vue, est-ce qu'au regard de ce qui se passe en Europe occidentale et en France, on pourrait s'inspirer éventuellement d'un certain nombre de choses que vous venez d'indiquer? Et je profite pour vous poser déjà directement la question. Si je vous dis risque climatique pour le monde agricole, vous pourriez me répondre quoi? En espérant qu'on vous entende mieux que dans les dernières secondes. Allez-y. Ah, je suis désolé. Non, ça y Effectivement, est, c'est bien, on vous entend bien. j'ai eu quelques coupures tout à l'heure lors de la Non, mais là c'est précédente parfait, profitez-en. que je trouvais très intéressantes. Donc, prévenez-moi s'il y a des coupures. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Effectivement, la situation en France de l'assurance agricole doit être regardée avec l'expérience nord-américaine. Alors, la France, en fait, a une histoire de l'assurance agricole très ancienne, elle aussi. Dans les années 60, on a développé un fonds de calamité agricole pour les risques climatiques extrêmes. Euh, et donc, on dispose d'un double système qui est souvent critiqué en disant que les conditions d'indemnisation ne sont pas suffisantes, qu'il y a des superpositions parce qu'on a voulu mettre en place un système, ce qui est assurable doit être euh, géré uniquement par l'assurance et pour le reste, on a le fonds de calamité.
pratiquement, les deux systèmes se superposent parfois avec des graves problèmes de cohésion, d'indemnisation d'agriculteurs. Et ça, c'est un point à souligner qui doit être réformé par ce qui est proposé dans l'assurance, dans la réforme actuelle. Donc, deux systèmes en place, plus des aides exceptionnelles récurrentes. Comme vous l'avez dit, on a des phénomènes de sécheresse, d'inondation, d'orage, de forte chaleur qui créent des problèmes à la production agricole de plus en plus importants. Et les aides exceptionnelles viennent compléter un système historique. C'est un bon système, Donc, cette double façon de faire? est-ce que c'est un À bon vos yeux? système? Oui. C'est-à-dire qu'à la fois aide exceptionnelle et puis il y a il y a ce qui se fait, j'ai envie de dire, quasiment au quotidien ou presque. Ben, non, je pense que le système est à bout de souffle, enfin, pour faire simple, et que la France est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'elle doit choisir comment organiser la gestion du risque climatique et la gestion du risque agricole. Alors, c'est pour ça qu'il y a une réforme qui est prévue, enfin, qui est une loi qui a été promulguée On en va en parler. février Oui. 2022 et qui pose des principes, je dirais, tout à fait valables, qui dit simplement le risque actuel climatique et je dirais agricole au sens large, parce que je voudrais rajouter le risque sanitaire, avec souvent des combinaisons de risques climatiques et sanitaires, ce qui rend la situation un peu complexe. Eh bien, ce risque qui augmente, la loi dit on va le couper en morceaux, en laissant une partie euh, qui doit être prise en compte, conservée par les agriculteurs, y compris en prenant des mesures de prévention pour en limiter l'importance. Deuxième niveau de risque qui doit être pris par les assureurs. Et un troisième niveau euh, qui n'est pas de l'assurance publique, mais qui serait un fonds mutuel qui permettrait d'indemniser les agriculteurs lors de sinistres, enfin, d'événements climatiques extrêmes. Voilà ce qui est prévu dans la loi. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, ce que j'en pense, ben, Est-ce que ce sont les bonnes réponses, les bonnes solutions? vous me bousculez dans mon propos, mais je vous dirai tous, en synthèse, la loi est un bon canevas. Elle pose de bons principes, mais elle ne permet pas de mettre en place vraiment euh, les systèmes qui vont permettre le développement de l'assurance agricole. Autrement dit, ce n'est pas difficile d'établir des grands principes, c'est plus difficile de les mettre en œuvre. Est-ce que ça répond à votre question? En partie, oui, bien sûr. Poursuivez, hein, je vous ai Donc, interrompu. donc, c'est un peu ce que je voudrais dire dans un deuxième temps concernant le risque agricole, si vous me permettez. Je vous en prie. Alors oui, il y a un dernier point que je n'ai pas dit et qui me paraît important, c'est ce que j'appelle le dilemme du Samaritain. C'est-à-dire, j'ai écrit un papier là-dessus, euh, si à chaque fois qu'il y a un événement climatique extrême, euh, le gouvernement immédiatement ouvre les vannes d'aide exceptionnelle, pourquoi l'agriculteur va-t-il s'assurer s'il sait que en cas de grande difficulté, il aura une aide publique quasi systématique? Donc, il y a probablement actuellement une éviction de l'assurance agricole par les mesures exceptionnelles qui sont constamment fournies. Alors, j'ai essayé d'estimer le volume d'argent donné en aide exceptionnelle. Je ne veux pas dire que c'est un secret d'État, mais c'est très, très difficile de s'y retrouver dans ce qui est prévu par la loi, réellement donné, tout ça. Mais je pense que l'éviction euh, des assurances privées par les exceptionnelles est fortement probable. D'accord. Alors, question quand même qui fera la transition, parce qu'au final, il y a quand même effectivement, il y aura des choses à payer. Et de votre point de vue, qu'est-ce qui va payer finalement ces primes de risque?
C'est-à-dire à partir de maintenant et à l'avenir, Alors, de votre point de vue. partons de la situation actuelle. Euh, à risque climatique actuel et à risque agricole actuel, euh, les assurances agricoles en France sont subventionnées par un fonds européen, le pilier 2, comme on dit. Il est subventionné à hauteur de 160 millions d'euros par an. Cette subvention, finalement, sert à aider la couverture agricole, d'assurance agricole au niveau de seulement 30% des grandes cultures, comme on dit, les céréales, les oléagineux, la vigne, mais seulement 5% d'autres types de production fortement risqués, en particulier l'arboriculture. Donc, la France souhaite, par sa réforme, développer l'assurance agricole en France, c'est-à-dire passer grosso modo de 30% à 70%. Je mets le niveau à 70% pour dire que la France est bien couverte. Et si l'on met l'ensemble si l'on passe de 30% à 70%, si dans le cadre de la réforme, on augmente le taux de subvention de 65 à 70%, si enfin on autorise le financement, la subvention à des taux de franchise plus faibles, de 30 à 20%, la facture peut augmenter de façon sensible. À climat actuel, je vais donner un chiffre personnel dans quelques instants. Je voudrais rajouter aussi le fait que la société qui demande à ce qu'on intervienne moins avec des pesticides, donc que l'on protège moins les cultures, va augmenter le risque sanitaire, mais aussi le risque climatique, parce que le climat impacte sur le risque sanitaire. Donc, on a le climat qui devient de plus en plus erratique, comme on le sait. Euh, le, la société qui demande à ce qu'on utilise moins de défense sanitaire. Et donc, le risque, les primes de risque devraient augmenter de façon très importante. Et donc, ce qui est prévu actuellement en financement, y compris dans la loi, de mettre 600 millions dans le pot du fonds mutuel et d'augmenter les taux le montant des primes d'assurance, personnellement, je pense que l'on est à la moitié de ce qu'il faut envisager. C'est-à-dire qu'on est plutôt à 1,3 milliard, 1,5 milliard de besoins en subvention publique, en argent public, plutôt que 600 millions. Donc, on va avoir demain, assez rapidement, Non, un on problème vous de perd un tout petit répartition peu à de la nouveau, prime de mais risque. c'était très clair, hein. On retient ce chiffre de 1,3 milliard à vos yeux. Donc, je reviens quand même à ma question. Donc là, ce sont évidemment des ordres de grandeur si on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Mais je repose ma question de qui finalement, au final, va payer? C'est le public, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus? Alors, l'agriculture en France bénéficie de subventions publiques importantes. Elle bénéficie de 9 milliards d'aides européennes qui sont principalement destinées à aider au niveau de revenus, qui sont ce qu'on appelle les aides directes. Les aides à la Et production? si on regarde le budget français, on s'aperçoit que la France donne 3 milliards supplémentaires à l'agriculture dans des aides diverses, sur le gasoil, sur les prestations sociales. Donc on est, en fait, l'aide publique actuellement s'élève à 12 milliards en France. Ce que j'évoque, 1,5 milliard d'aides publiques, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose par rapport à l'argent public qui est donné, déjà. Donc, il est probable, il va falloir, on va dire, euh, que les agriculteurs euh, acceptent qu'il y ait une sorte de transfert depuis les aides aux revenus vers les aides à la gestion des risques agricoles. C'est un point délicat, mais
que l'on va voir sans doute, qui sera discuté. Et donc, si les agriculteurs, euh, si le système français veut que l'assurance se développe, il va falloir répartir la composition d'argent payé par les agriculteurs concrètement, l'argent qui leur est donné pour l'aide qui sera transféré, qui devrait être transféré vers les assurances, et puis l'État qui devra sans doute développer ce fonds qui est évoqué dans la loi. On ne parle pas de réassurance publique pour l'instant de façon très claire, mais ce sera une question qui sera sans doute débattue. C'est-à-dire que pour les risques extrêmes qui sont censés se développer, il va falloir bien monter ce fonds, voire créer de l'assurance publique. À cet égard, si vous me permettez, Je vous en prie. et je tiens à insister là-dessus, je tiens à saluer la CCR qui a investi dans l'étude des cas extrêmes climatiques et de l'impact économique sur l'agriculture. Et je voudrais euh, euh, saluer le travail de Dorothée Capsambélis qui réalise cette thèse actuellement, qui est en finalisation de cette thèse, qui a été, bon, je dirige la thèse, mais David Moncoulon de la CCR a très largement contribué au succès et au travail de Dorothée. Et ce travail montre combien à climat futur, les cas extrêmes de, de climat et des conséquences économiques qui peuvent être très fortes sur la plupart des cultures euh, et des productions françaises. Donc, ce travail de thèse que la CCR a financé permet de commencer à évaluer l'impact du changement climatique sur les pertes économiques de la ferme France. Et donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a de fortes chances pour que les primes de risque augmentent fortement et qu'on soit obligé de répartir le coût total de ce risque. Merci Jean Cordier, restez bien avec nous parce que maintenant c'est l'heure des questions. Elles vont apparaître. J'en profite juste, donc ce que vous venez de dire là, on le sent bien, ça implique, en tout cas visiblement entre les lignes par rapport à ce que vous venez d'expliquer, c'est que ça implique probablement un petit changement d'habitude de la part du monde agricole. Après, c'est difficile de dire et de généraliser. Je pense que suivant les tailles d'exploitation, suivant un certain nombre de critères, le discours ne sera pas ou ne serait pas le même de la part du monde agricole. C'est bien ça. Ah, le problème toujours, c'est que les aides actuelles vont dans certaines poches d'agriculteurs et que si on modifie la répartition des aides, ce ne sont pas les mêmes qui ont les risques et qui ont les mêmes subventions. Donc on a, l'agriculture va avoir un problème politique de redistribution des aides et d'efficacité des aides. Alors, c'est un point qui, pour moi, est important. Pour l'instant, les aides aux revenus permettent de maintenir un certain nombre de productions agricoles, d'entreprises agricoles, mais elles ne permettent pas, à mon avis, de maintenir l'agriculture au bon niveau en France. Il est important que la gestion des risques agricoles devienne soit prépondérante parce que, un, ça permet la résilience des exploitations agricoles, mais deux, et c'est ça, je voudrais insister sur un point, cela permet de développer une économie de l'information parce que pour, pour travailler sur les primes de risque, il va falloir le caractériser, il va falloir investir dans l'analyse du risque, euh, il va falloir développer des banques de données importantes. C'est ce que je vois aux États-Unis et c'est une économie complète qui se développe. Donc, l'argent public dont je parlais tout à l'heure doit servir à développer une nouvelle économie de l'information pour l'agriculture. C'est ça une partie de l'avenir de l'agriculture. Et je pense que, enfin, je voudrais insister sur le besoin de recherche, le besoin de recherche commune entre la puissance publique et les assureurs privés. C'est pour ça que j'ai repris la notion, enfin, l'expérience américaine. Et comme je sais qu'on ne trouve pas, quand on fait de la recherche, on ne trouve pas tout de suite la solution, j'ai vu aux États-Unis et en Espagne
tout l'intérêt de l'expérimentation, de l'essai, de l'erreur et de la réussite. Et c'est ce que je voudrais voir démarrer en France à l'avenir. Donc il faut un pilote de la loi qui va piloter l'innovation en termes d'assurance agricole. Ce sont des questions que je me pose et c'est quand je disais que la loi est un canevas, euh, certes, maintenant il va falloir le nourrir et pour moi, une des questions cruciales, c'est qui va piloter l'évolution des assurances agricoles en France. Alors, beaucoup de questions. Pensez-vous que les couvertures paramétriques puissent être une solution à l'assurance récolte? Si vous pouviez faire une réponse un peu plus Ah ben, brève, ce serait bien. réponse simple, moi, je crois beaucoup à la technologie pour réduire les primes de risque. Donc, tout ce qui est assurance paramétrique, c'est une solution d'avenir. La façon de réduire le total des primes de risque, c'est augmenter la mutualisation, donc élargir la couverture des assurances agricoles. C'est ce qui est prévu par la loi, mais encore faut-il y arriver. Et deuxièmement, c'est par la technologie que l'on arrivera à baisser les primes de risque. Ça permet de faire le juste prix pour les agriculteurs et donc favoriser le développement enfin, réduire ce qu'on appelle l'antisélection, c'est-à-dire que permettre à tous d'être bien assurés. Je crois beaucoup à la technologie et ce qui vient d'être évoqué sur le paramétrique fait partie de cette technologie. Toujours à l'échelle de la France, est-ce que, selon vous, les risques agricoles, est-ce qu'ils sont mutualisables? Hein, je parle encore, évidemment, à l'échelle de la France. Alors, je reprendrai les travaux et les résultats de Dorothée Capsambélis. Sa thèse est extrêmement importante. Euh, le risque agricole est mutualisable pour certaines productions, à climat actuel et même à climat futur. Et Exemple? pour d'autres productions, il l'est beaucoup moins. Et là, cela montre que la caractérisation du risque va permettre de définir les meilleurs outils. Est-ce que l'assurance est le meilleur outil? Est-ce que c'est le fonds mutuel qui le sera? Donc, il est important d'ajuster les outils au type de risque et au type de production en France. Mais Oui. la mutualisation est certainement une réponse. Dans le prolongement, mis à part l'assurance récolte, est-ce qu'il y a d'autres types d'outils de gestion de risque possibles? Bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'Union européenne propose de contribuer financièrement, c'est-à-dire d'aider à un certain nombre d'instruments. Alors, il n'y en a pas énormément. Les assurances, c'est fondamental. Mais je pense qu'à côté des assurances, il y a les fonds mutuels qui sont des formes d'assurance ou de coordination professionnelle qui sont à envisager. Et les productions animales et les risques sanitaires sont déjà largement basés sur des fonds mutuels, historiquement. Et bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres fonds qui existent et qui sont importants. Donc, les systèmes, plusieurs systèmes existent. Il faut les développer de façon pertinente en fonction des caractéristiques de risque. Et c'est ça, c'est important, il faut les coordonner. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de coordination entre le fonds de calamité et les assurances, en particulier pour l'assurance prairie. Un sujet que beaucoup d'assureurs connaissent. Eh bien, les systèmes doivent exister et être coordonnés. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Peut-être dernière question. Vous avez parlé d'un fonds mutuel, bon, mutualisé en tout cas. À vos yeux, comment ça pourrait se caractériser à l'échelle européenne? Et je profite aussi pour faire la transition. Vous avez parlé de la PAC tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que la PAC, j'ai envie de dire de maintenant à 2027, hein, c'est le plan, prend suffisamment en compte en fait ce risque pour les agriculteurs, ce risque climatique? Ce sera ma dernière question. Alors, je répondrai un peu sur la dimension politique. La PAC a mis dans ses orientations la gestion du risque comme une priorité, la gestion du risque agricole. Ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. Par contre, elle donne maintenant beaucoup plus de latitude à chaque pays pour développer les instruments adéquats.
Jusqu'à présent, il y avait une loi qui proposait, enfin un règlement qui proposait trois types d'instruments, les assurances agricoles, le, le fonds mutuel pour la gestion du rendement, des pertes de rendement, et un fonds mutuel pour gérer le revenu, ce qu'on appelle l'instrument de stabilisation du revenu. Ça, c'était l'ancienne PAC. La PAC nouvelle dit simplement au pays, proposez-nous les meilleurs outils par rapport à votre contexte national. Donc, il ne s'agit plus de faire de proposer des systèmes trop globaux au niveau européen, mais demander à chaque pays de développer ses propres systèmes. Et la France y répond en disant, on réforme les assurances, on est d'accord pour les fonds. Donc, la France est assez innovante, mais il faut qu'elle réussisse. Merci beaucoup, Jean Cordier. Merci pour votre témoignage. Merci aussi d'avoir fait l'effort, je dirais à 3 heures du matin, d'être avec nous. Je ne sais pas si je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. En tout cas, un grand merci pour votre témoignage sans langue de bois. Merci à vous. Au revoir et bonne continuation.